Les marchés s'effondrent dans le monde entier pour le deuxième jour consécutif. Le consensus est que les droits de douane du président étaient bien plus élevés que prévu et basés sur des formules économiques que les gens ne comprennent pas. Quelle est votre réaction et quel est l'impact sur les Européens? Vous voulez qu'ils dépensent plus pour la défense, ce qu'ils acceptent enfin. Mais comment peuvent-ils le faire alors que leurs économies s'effondrent et qu'ils ne sont désormais? Non, 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 leurs économies ne s'effondrent pas. Leurs marchés réagissent. Non, leurs économies ne s'effondrent pas, leurs marchés réagissent à un changement radical dans l'ordre mondial en matière de commerce. Ce qui se passe est assez simple. Si une entreprise fabrique une partie de ses produits en Chine et que soudain, les actionnaires ou les investisseurs réalisent que produire en Chine coûtera beaucoup plus cher, le cours de son action va baisser. Mais en fin de compte, les marchés autant qu'ils connaissent les règles qui s'appliqueront à l'avenir et que celles-ci sont stables s'adapteront. Les entreprises du monde entier, y compris dans le commerce international, ont simplement besoin de savoir quelles sont les règles. Une fois qu'elles les connaissent, elles s'y ajustent. Je ne pense donc pas qu'il soit juste de dire que les économies s'effondrent ou que les marchés s'effondrent. Les marchés sont basés sur la valeur boursière des entreprises qui, aujourd'hui, dépendent de modes de production défavorables aux États-Unis. Nous devons redevenir un pays qui produit. Nous sommes le plus grand marché de consommation au monde, et pourtant, nous n'exportons quasiment que des services. Cela doit cesser. Nous devons revenir à une époque où nous étions une nation capable de fabriquer des choses. Et pour y parvenir, nous devons réorganiser l'ordre commercial mondial. Eh bien, le pire serait de laisser les choses en l'état indéfiniment. Je veux dire, cela ne peut pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays qui ne fabrique rien. Nous devons être capables de produire pour créer des emplois aux États-Unis. Et c'est aussi simple que cela. Prenez la Chine, par exemple, c'est scandaleux. Ils ne consomment presque rien, ils ne font qu'exporter, inonder et fausser les marchés, en plus de toutes les barrières tarifaires qu'ils imposent. Le président a donc raison de conclure que l'état actuel du commerce mondial est mauvais pour l'Amérique et avantageux pour beaucoup d'autres. Il va le rééquilibrer, et il a parfaitement raison d'agir ainsi. Parlons aussi de la stabilité des relations avec nos alliés. Le Premier ministre du Danemark qui, à ce stade, possède le Groenland, donc le Danemark, un allié de l'OTAN, déclare qu'il est inacceptable qu'un pays ne puisse pas en annexer un autre. Eh bien, personne n'a annexé quoi que ce soit. Cela dépendra des Groenlandais et le vice-président l'a clairement affirmé, il respectera l'autodétermination du Groenland. Les Groenlandais ont déjà exprimé leur volonté d'indépendance vis-à-vis du Danemark à terme. C'est là-dessus que le Danemark devrait se concentrer, le fait que les Groenlandais ne veulent plus faire partie du Danemark. Nous ne leur avons pas soufflé cette idée ou ils en parlent depuis longtemps. Quand ils prendront cette décision, ils la prendront. En revanche, ce que nous ne permettrons pas, c'est que la Chine en profite pour débarquer, leur offrir des montagnes d'argent et les rendre dépendants. Le président a déclaré qu'il n'excluait pas d'avoir recours à la force militaire contre le Danemark, un allié de l'OTAN. Non, non, non. Il a dit qu'il n'excluait rien. Il a déclaré « Je n'exclurai rien si le Groenland est menacé par une puissance étrangère comme la Chine, la Russie ou autre. » Mais cela n'a pas d'importance, car ce sont les Groenlandais qui prendront la décision. Ce sont eux qui veulent se détacher du Danemark. Ce sont eux qui veulent leur indépendance, pas nous. Nous n'avons pas eu cette idée, c'est leur choix. Et s'ils prennent cette décision, les États-Unis pourraient alors intervenir en disant « Très bien, nous pouvons établir un partenariat avec vous. » Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est ce que le vice-président a clairement expliqué la semaine dernière lors de sa visite. Ces déclarations étaient on ne peut plus claires, nous respecterons l'autodétermination du peuple groenlandais. Ce sont les Groenlandais qui veulent quitter le Danemark. Ce n'est pas notre idée. Très bien. Passons à la seconde question. Missy du Washington Post. Monsieur le secrétaire, j'aimerais vous interroger sur les négociations Russie-Ukraine. Pourriez-vous nous faire part de l'évaluation américaine concernant les conditions avancées par la Russie à l'issue des pourparlers de cessez-le-feu en mer Noire? Par ailleurs, les ministres français et britanniques des Affaires étrangères ont déclaré ce matin que Poutine faisait traîner les choses. Partagez-vous cette analyse? Peut-être l'est-il, peut-être pas. Nous ne savons pas encore. Nous le saurons assez rapidement. Voici ce que le président souhaitait faire, il veut mettre fin à cette guerre, et il a voulu tester très tôt dans son mandat s'il était possible d'y parvenir selon des conditions acceptables pour les deux parties. Car une guerre ne peut prendre fin que si les deux camps sont d'accord. C'est précisément ce que nous sommes en train d'évaluer. Nous aurons la réponse sous peu, dans quelques semaines, pas des mois, quant à la sincérité de la Russie sur la paix. J'espère qu'ils sont sérieux. Ce serait bénéfique pour le monde entier que ce conflit s'arrête. Mais évidemment, cette hypothèse doit être vérifiée. Nous avançons dans ce processus. Nous avons reçu M. Karil cette semaine, nous avons pu discuter avec lui.
Il a rencontré d'autres responsables et transmettra des messages. Le principal étant que les États-Unis doivent savoir si la Russie est réellement engagée en faveur de la paix. Au final, c'est Poutine qui devra trancher. La Fédération de Russie devra prendre cette décision. Les Ukrainiens, eux, ont déjà montré leur ouverture par exemple, en acceptant un cessez-le-feu total pour créer un cadre propice aux négociations. D'ici très bientôt, pas dans 6 mois où la Russie et Poutine devront choisir. Sont-ils sérieux sur la paix ou non? J'espère que oui. Ce serait une bonne chose pour le monde entier si cette guerre s'arrête. Quelle est votre évaluation des conditions avancées par la Russie? Par ailleurs, Dmitri a déclaré suite à ses discussions avec M. Wikoff hier que les États-Unis et la Russie pourraient reprendre les vols directs comme mesure de confiance. Soutenez-vous cette initiative? Je n'ai pas connaissance de ces projets de vol direct. Et honnêtement, je me demande bien qui pourrait les utiliser, puisque toutes ces personnes sont sous sanction. Mais laissez-moi vous dire une chose, nous adopterons une approche attentiste. Les Russes connaissent parfaitement notre position, nous voulons mettre fin à cette guerre. Leurs réponses nous indiqueront très rapidement s'ils sont véritablement engagés dans un processus de paix ou s'il s'agit simplement d'une manœuvre dilatoire. Le président Trump n'a aucune intention de se laisser entraîner dans le piège de négociations interminables sur des négociations. Nous verrons bien assez tôt si la Russie est sincère. Si c'est le cas, excellente nouvelle, nous pourrons œuvrer pour la paix. Dans le cas contraire, nous réexaminerons notre position et déterminerons la marche à suivre. Mais nous ne serons pas dans une situation différente de celle d'aujourd'hui ou de son entrée en fonction. Dès le début de son mandat, le président a voulu évaluer si la paix était possible. Nous testons actuellement les véritables intentions russes. Ce sont leurs actes, pas leurs paroles, qui révéleront leur sincérité. Et nous comptons le découvrir dans les plus brefs délais. Et concernant leurs conditions, quelles nouvelles exigences ont-ils formulées après vos discussions sur la mer Noire? Oui, encore une fois, c'est le jeu habituel dans ce genre de négociations. J'ai eu des appels avec des dirigeants étrangers, puis j'ai lu les comptes rendus où on prétend que j'ai dit des choses que je n'ai jamais dites, ou qu'on leur a rapporté des propos qu'ils ne m'ont jamais tenus. C'est apparemment la règle du jeu ici. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si nous allons avancer vers la paix ou non. Si une paix réelle est possible, nous le saurons assez vite. S'ils ne sont pas intéressés par la paix, nous le découvrirons tout aussi rapidement, et nous prendrons nos décisions en conséquence. Je reste optimiste, il y a des signes encourageants, mais aussi des éléments préoccupants. Personne n'a jamais prétendu que ce serait facile. Mais nous aurons les réponses dans les plus brefs délais. Je veux croire, je dois croire, qu'une paix est possible. Que les Russes sont sincères dans leur démarche. Nous voulons qu'ils le soient. Et j'espère qu'ils le sont vraiment. Nous le saurons bientôt. Concernant l'objectif de 5% pour les dépenses de défense, avez-vous rencontré des résistances à cette idée cette semaine? Hier, vous avez parlé de jusqu'à 5%. Cette formulation était-elle intentionnelle? Que signifie exactement ce jusqu'à 5%? J'ai parlé d'atteindre progressivement jusqu'à 5%, pas du jour au lendemain. Nous estimons que c'est le niveau nécessaire pour que l'OTAN puisse faire face aux menaces qu'elle a elle-même identifiées. La bonne nouvelle? À quelques exceptions près, tous les membres dépensent aujourd'hui plus pour leur défense qu'il y a 3 à 5 ans. Cette tendance doit se poursuivre. Mais il ne s'agit pas simplement de dépenses, c'est une question de capacité. Pour que l'OTAN soit plus forte, ses membres doivent se renforcer. Les États-Unis maintiennent leur engagement total envers l'OTAN, comme toujours. Mais cette alliance doit être réelle, nos partenaires doivent développer leurs propres capacités. 2 éléments ont favorisé cette prise de conscience. La guerre en Ukraine a révélé aux Européens l'existence de menaces concrètes. L'insistance constante du président Trump sur l'augmentation des budgets militaires. Cette dynamique de hausse des dépenses a commencé dès 2017 à 2018 lors du premier mandat de Trump. Nous voulons qu'elle se poursuive, et espérons des engagements plus fermes lors du prochain sommet à La Haye. Plus nos partenaires de l'OTAN seront forts et capables, plus l'Alliance sera puissante. Tous devraient soutenir cet objectif. Comptez-vous faire officialiser un objectif de 5% plutôt que 2%? Et les États-Unis s'engageront-ils également à atteindre ces 5%? Absolument, nous nous dirigeons vers cette augmentation. Nous devrons consacrer davantage à notre sécurité nationale, car nous avons une présence mondiale, un point souvent mal compris. Les États-Unis ont des engagements dans l'Indo-Pacifique. Nous œuvrons actuellement à rouvrir la mer Rouge pour rétablir le commerce maritime mondial, y compris pour nos partenaires européens. Nous menons des opérations anti-drogue et anti-gang dans l'hémisphère ouest. Diverses crises émergent partout dans le monde, notamment la résurgence de cellules terroristes en Afrique et au Moyen-Orient. Face à cela, la Chine mène la plus vaste expansion militaire en temps paix de l'histoire. Nous devons contrer toutes ces menaces simultanément, ce qui nécessitera une augmentation de notre budget défense.
Notre engagement envers l'OTAN ne se mesure pas seulement à nos 3% et quelques de PIB, mais à notre constance sur la durée. Nos partenaires savent qu'ils doivent en faire plus, l'ont exprimé, et ont commencé à agir. Cette dynamique doit se poursuivre. Monsieur le secrétaire, vous avez évoqué votre rencontre avec Dmitri Karil. Pour éviter que les Russes ne fassent traîner les choses, leur avez-vous formulé des demandes concrètes? Je ne parle pas de menaces, mais des éléments précis que vous souhaiteriez voir de leur part pour avancer vers la paix? Nous voulons tous la paix, mais pourriez-vous préciser quelles actions spécifiques vous attendez d'abord pour un cessez-le-feu, avant d'envisager des négociations ultérieures? La paix, c'est simple, cela signifie arrêter de se tirer dessus. Évidemment, une paix durable implique diverses conditions nécessitant l'accord des deux parties. Dès le début, j'ai dit qu'un conflit ne se termine par une solution négociée que si les deux camps font des concessions, à moins qu'il ne s'agisse d'une reddition sans condition. Nous ne préjugeons pas de la nature de ces concessions, qui dépendront de ce que l'Ukraine et la Russie seront prêtes à accepter. Mais nous devons avancer concrètement vers la paix. Ce que nous refusons, sans les en accuser, c'est l'éternel dialogue sur un éventuel dialogue. Cette situation ne peut durer indéfiniment. Il ne s'agissait pas de menaces, mais d'expliquer notre calendrier. Bientôt, il sera clair si la Russie veut vraiment la paix. Ce moment approche rapidement. Parallèlement, des membres du Congrès ont déjà déposé des propositions pour renforcer les sanctions. La pression législative va croître, et nous ne pourrons l'arrêter sans progrès tangible vers la paix. Tous ces éléments ont été exposés de la manière la plus constructive possible. J'espère que ce message sera relayé à Moscou, montrant clairement la nécessité de progrès réels. Dans le cas contraire, nous devrons conclure à leur manque d'intérêt pour la paix. Mais gardons espoir, une résolution bénéficierait à tous. Des discussions sont-elles prévues? Nous devons d'abord obtenir une réponse. Écoutez, des discussions n'ont de sens que si elles portent sur du concret, pas des discussions sur des discussions. Au début, c'était important de dialoguer après une si longue rupture. Mais maintenant, nous devons voir du progrès. Si nous n'avançons pas vers la paix, nous devrons en tirer les conséquences. Cependant, je reste optimiste, nous pouvons y parvenir. Ce sera difficile, certes, mais c'est possible.